Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Télé 50 pour l'essentiel de l'actualité. L'Assemblée nationale renoue avec sa tradition de contrôle parlementaire ce mercredi. Deux ministres, celui de la Défense nationale et son collègue de l'Intérieur, étaient devant les députés pour répondre aux multiples préoccupations de la représentation. Deux questions orales leur ont été adressées par le député Martin Fayoulou et James Moulengwa sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Mais rien n'a filtré de cette plénière, ni questions posées, ni des réponses données, la plénière étant à huis clos. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Alexandre Louba, et le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Richard Mouyège, accompagnés de leurs collègues des médias, Lambert Mende, qui a également en charge les relations avec les parlements, se sont présentés à la plénière afin de fournir des explications sur un prétendu nouvel accord militaire signé entre la RDC et le Rwanda et sur l'insécurité déplorée en territoire des Fizi, dans le sud Kivu. Mais Obé Minakou, le président du bureau de l'Assemblée nationale, jugeant ces questions sensibles, a décidé que la suite de la plénière se déroule loin de la presse et des assistants parlementaires, ce qui n'a pas plu à quelques députés de l'opposition. On va nous empêcher de parler? La question n'est pas posée, mais on accorde la parole au ministre de la Défense. Ça veut dire quoi? Vous allez répondre à une question qui ne vous est pas posée? C'est tout simplement du théâtre. Mais la majorité qui banalise rassure que la démocratie est en marche dans la salle des congrès. Quand on a posé une question orale avec débat et que la question porte sur la sécurité et que ce qui pourrait être dit pendant le débat est de nature à influer négativement sur le terrain, sur le plan sécuritaire ou encore pour un autre motif, le président de séance, le président de l'Assemblée en l'occurrence, peut décréter le huis clos. Une salle des congrès inaccessible à la presse jusqu'au-delà des 17 heures, heure à laquelle nous avons emballé nos matériels de reportage pour la maison de la télévision avec une moisson maigre. Autre nouvelle, le groupe parlementaire MLC Allié vient de saisir le procureur général de la République pour faire déclencher les poursuites judiciaires contre les anciens membres du gouvernement de 2007 jusqu'en 2011. Calixte Mbarushimana ne sera pas jugé. C'est la grande décision qui vient de tomber à la Cour pénale internationale qui a décidé de ne pas juger le chef de rebelle hutu-rwandais. Calixte Mbarushimana était soupçonné des crimes contre l'humanité et crimes de guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et à ce sujet, nous accueillons Patrick Tiboui. Je l'ai dit, vous êtes assistant chargé de la sensibilisation à la Cour pénale internationale ici en RDC. Bienvenue. Merci. Alors, première question, quelles sont les raisons qui ont poussé, les raisons fondamentales qui ont poussé la Cour à lever les charges qui étaient retenues contre Calixte Mbarushimana? Alors, il faut bien expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, la Chambre d'appel a rendu son arrêt, rejetant l'appel interjeté par le procureur contre la décision qui avait été rendue de ne pas confirmer les charges à l'encontre de Calixte Mbarushimana. Il faut vous rappeler que le 16 décembre de l'année passée, les juges de la Chambre préliminaire 1 ont refusé de confirmer toutes les charges qui étaient retenues à l'encontre de Calixte Mbarushimana par le procureur de la Cour pénale internationale. Insatisfait de cette décision de ne pas confirmer les charges, le procureur avait interjeté appel contre cette décision. Et aujourd'hui, la Chambre d'appel qui a statué sur cette requête introduite par le procureur contre la décision de ne pas confirmer les charges a rendu son arrêt en rejetant l'appel interjeté par le procureur. En d'autres termes, Calixte Mbarushimana, qui le 16 décembre, toutes les charges avaient été rejetées et il avait été remis en liberté, il n'est plus au quartier pénitentiaire de la Cour. Calixte Mbarushimana va rester en liberté, mais la possibilité est donnée au procureur, selon même le statut de Rome, de pouvoir présenter, demander une nouvelle confirmation de charge s'il le veut, avec des nouveaux éléments de preuve supplémentaires. Et le bureau du procureur vient de réagir. Il a réagi en disant qu'il prend note de la décision de la Chambre d'appel de ne pas confirmer les charges et il va examiner ces décisions pour voir s'il y a possibilité pour lui de pouvoir présenter une nouvelle affaire à l'encontre de Calixte Mbarushimana avec de nouveaux éléments de preuve supplémentaires comme le prévoit le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Alors la Cour vient de reconnaître son innocence. Quelle sera la prochaine étape? Bon, je ne pense pas qu'il faudrait dire à proprement parler que la Chambre d'appel aujourd'hui a reconnu son innocence. D'ailleurs, dans la décision que la Chambre d'appel a rendue, elle a très bien dit qu'elle a répondu aux moyens qui étaient présentés par le procureur contre la décision de confirmation de charge.
Mais la Chambre d'appel n'a pas confirmé les raisons pour lesquelles la Chambre préliminaire avait rejeté les charges à l'encontre de M. Calixte Mbarushimana. Donc la Chambre d'appel n'a pas confirmé en disant que la Chambre préliminaire avait raison dans le plan factuel de ne pas confirmer les charges. Elle a simplement répondu aux moyens qui étaient soulevés par le procureur de la Cour pénale internationale. Mais il est vrai que dans le droit de la Cour pénale internationale, avant qu'il y ait procès, il faut passer par l'audience de confirmation de charges. Si à l'audience de confirmation de charges, les juges voient qu'il y a des éléments de preuve suffisants permettant de démontrer qu'il y a des motifs substantiels de croire que la personne a commis les crimes pour lesquels elle est poursuivie, à ce moment-là, le procès commence. Mais comme les juges avaient déjà dit qu'à ce niveau-là, il n'y avait pas des éléments de preuve suffisants démontrant que M. Calixte serait poursuivi pour ces crimes. Donc, ils n'ont pas confirmé les charges. Et aujourd'hui, la Chambre d'appel a confirmé ses décisions de ne pas confirmer les charges en rejetant l'appel de M. Calixte Mbarushimana. Donc, jusqu'à ce que le procureur ait pris la décision de présenter une nouvelle affaire avec de nouveaux éléments de preuve supplémentaires, il reste en liberté. Mais le procureur a dit aujourd'hui, comme je l'ai dit, qu'il a pris note de la décision. Il va analyser la décision pour voir s'il y a possibilité de pouvoir présenter une nouvelle affaire avec de nouveaux éléments de preuve supplémentaires. Et si c'est le cas, à ce moment-là, on va avoir une nouvelle confirmation de charge avec ces nouveaux éléments de preuve supplémentaires présentés. Mais pour le moment, M. Calixte Mbarushimana ne sera pas envoyé en jugement. D'ailleurs, il avait déjà été ordonné sa mise en liberté par ce juge et il est en liberté. Il n'est plus au quartier pénitentiaire de la Cour pénale internationale. Et en ce moment, est-il en droit de réclamer réparation? L'exigera-t-il à votre avis? Le statut de Rome prévoit l'indemnisation en cas d'arrestation arbitraire et illégale. Que les juges de la Cour aient dit qu'on ne confirme pas les charges ne constitue pas en soi une arrestation arbitraire ou illégale. Non. Vous pouvez obtenir une indemnisation en cas d'arrestation arbitraire ou illégale. Oui, mais quand même, son nom a été sali, quand même. Il a été cité parmi les génocidaires. Oui, mais même en droit congolais, lorsque le parquet vous a poursuivi et que vous avez eu un acquittement ou bien il y a eu un non-lieu où on a classé le dossier, cela ne vous donne pas automatiquement droit à une réparation. Il faut encore démontrer en quoi l'arrestation était préjudiciable. Mais il est important aussi de souligner une chose, que dans la décision qu'avaient rendue les juges de la Chambre préliminaire, ils avaient reconnu qu'effectivement, dans les Kivu, les FDLR auraient commis notamment des crimes de guerre. Ils avaient reconnu cela. C'est pour dire que non, qu'on ne dit pas qu'il ne s'est rien passé dans les Kivu. Les juges de la Chambre préliminaire avaient dit qu'effectivement, dans les 25 incidents présentés par le procureur, il y en a au moins 5 où il y aurait commission de crimes de guerre par les FDLR. Mais les juges avaient dit, au regard de ces crimes de guerre qui auraient été commis par les FDLR, au regard des éléments de preuve présentés par le procureur, ils ont dit, certes, il y avait eu des crimes commis par les FDLR, mais les éléments de preuve présentés par le procureur à l'encontre de Calixte Mbarushimana n'étaient pas suffisants pour démontrer qu'il y avait des motifs substantiels de croire qu'elle avait commis ce crime. Merci Patrick Chiboui d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes l'assistant chargé de la sensibilisation de la CPI en RDC. Autre titre d'actualité, la ville d'Arusha en Tanzanie a été choisie pour abriter les réunions annuelles 2012 du groupe de la Banque africaine de développement. Et à ce jour, l'heure est aux formalités d'usage pour toutes les délégations ainsi que d'autres pays invités à ces assises. La délégation de la République démocratique du Congo était conduite par le ministre délégué aux Finances, Patrick Kitebi, qui a été accueilli par l'ambassadeur de la RDC en Tanzanie, Juma Alfani. La 47e réunion annuelle de la Banque africaine de développement, mais également la 38e assemblée annuelle du Fonds africain de développement vont se dérouler au Centre international des conférences d'Arusha. Des rencontres qui vont s'apaisantir sur la croissance de l'économie africaine et de sa place dans le nouveau paysage mondial. Pour la République démocratique du Congo, présente à ces assises, des réunions sont tenues au ministère des Finances afin de bien mener les lobbying. Il faut un travail de qualité puisque la nation congolaise attend beaucoup de ces assises, a déclaré Patrick Kitebi. Et à marge de ces assemblées, il a été procédé toujours à Arusha au lancement du rapport sur les perspectives économiques 2012 ayant pour thème promouvoir l'emploi des jeunes. Au regard de ce qui précède, tous les indicateurs démontrent que l'Afrique a enregistré des performances dans la croissance économique, des réalités qui poussent à l'optimisme pour des projections d'un taux de croissance à 5% pour 2012, selon le président de l'ABAD. Concernant particulièrement la République démocratique du Congo, la Banque africaine de développement souligne que la croissance économique seule ne suffit pas. Il faut que celle-ci aboutisse à la transformation économique.
Au ministère des Finances, le vice-ministre et délégué aux Finances s'est concerté ce mercredi avec les différents responsables des régies financières du pays. Au menu de leur rencontre, faire le point sur l'évolution des services chargés de mobilisation de recettes. Entouré des responsables des régies financières et du directeur de cabinet aux finances, le vice-ministre Roger Chulungu, qui d'ailleurs a présidé la réunion des services mobilisateurs des recettes, n'a pas dérogé à la règle de cette rencontre hebdomadaire. Ainsi, l'évaluation des mesures et recommandations de la réunion du 23 mai dernier ont été examinées avec ferme attention, notamment l'analyse de l'évolution des recettes au 30 mai 2012. Le Premier ministre a présenté à l'Assemblée nationale le programme économique et social qui est ambitieux mais réaliste et qui nécessite une forte mobilisation des recettes. À la date d'aujourd'hui, les tendances sont bonnes pour la DGDA, pour la DGI, pour la DGRAD aussi, quand bien qu'il y a encore des efforts à faire. La mobilisation des recettes est indispensable. C'est avec ces recettes que nous assurons le fonctionnement des institutions. La mobilisation doit se faire avec la rigueur de la loi. Voilà pourquoi le directeur général de la Direction générale des impôts, DGI, Dieudonné Lokadi, a fait savoir que sa régie ne laissera jamais les opérateurs véreux en paix. Pour les entreprises, la TVA est neutre, parce qu'en fait, c'est qu'elles ont supporté en amont, elles les déduisent avant de venir déclarer aux impôts. Donc, il n'y a pas de raison pour que la TVA qui a été collectée ne puisse pas être reversée dans sa totalité. Et c'est pour cette raison que nous avons appelé leur attention. Et parce qu'il y en a qui ne veulent pas suivre, nous avons dit qu'on va mener des contrôles suffisamment rigoureux pour amener les gens à changer de comportement. Cette 21e réunion des services mobilisateurs de recettes a également mis un accent sur la TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Parlons santé à présent, sensibiliser les femmes sur les gestes qui sauvent. Tel était l'objectif de la visite de la ministre du Genre, Famille et Enfants au centre Mère et Enfants de Ngaba. Geneviève Inagosi s'est également rendu compte des difficultés que rencontre ce centre et promet au nom du gouvernement de résoudre ces problèmes au plus vite. Kadi Koulab. Nous sommes sur l'avenue Kianza dans la commune d'Ngaba. Le centre de santé mère et enfants et les cadres choisis par la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagosi, et les fonds des Nations Unies pour la promotion, pour la campagne des sensibilisations de femmes sur les signes qui sauvent. L'objectif de cette sensibilisation est de réduire le taux de mortalité de la femme et l'enfant pendant et après l'accouchement. D'abord, ces sketchs de grands comédiens de la capitale pour bien faire passer les messages. Ensuite, la remise symbolique de produits contraceptifs à la ministre du Genre par les fonds des Nations Unies pour la population. Un kit qui sera tout de suite remis aux médecins directeurs de ces centres. J'ai voulu coupler cette visite par le lancement d'une campagne de sensibilisation sur la planification familiale et sur les gestes qui sauvent la vie des femmes enceintes. Parce que beaucoup de mères meurent en donnant naissance. C'est quelque chose qui ne devrait pas se faire comme ça. Donner la vie est une joie. Une surprise, c'est la présentation à la ministre d'une femme qui a accouché d'un quadruplé. Geneviève Inagosi a profité de l'occasion pour se rendre compte des conditions de travail des agents. Quel est le constat? Il manque les finissages. Le bâtiment devait déjà être livré au ministère du Genre, au centre Mère et Enfants, mais il manque encore des travaux de finissage qui ne se chiffrent qu'à environ 72 000, 73 000 $ américains. Donc, je me suis rendu compte des réalités sur le terrain. Je vais me faire le devoir de transmettre le rapport au gouvernement pour des dispositions utiles. Créé en 1985, ce centre de santé, qui est une structure dépendante du ministère du Genre, appuie le programme national pour la promotion de la femme congolaise. La ministre a promis de résoudre le problème auquel est confronté ce centre afin d'assurer la santé de la femme et de l'enfant. Et puis au Nord Kivu, le gouvernement congolais poursuit son aide humanitaire dans les camps des réfugiés qui avaient fui les combats. C'est le ministre des Affaires sociales, Charles Nawej, qui l'a remis à cette population qui d'ailleurs regagne les territoires où la sécurité est déjà rétablie. Le deuxième lot de l'aide vient d'atteindre cette fois-ci les populations de Rutshuru, toujours au Nord Kivu.